Monsieur le Président, pourquoi est-ce que les chefs d'État africains, notamment ceux des Grands Lacs, n'arrivent pas toujours à agir militairement en faveur de la RDC? Qu'est-ce qui tient vraiment, Monsieur le Président, nos dirigeants? Qui dirige une société? Pourquoi les dirigeants doivent diriger une société? Pourquoi le pouvoir? Pourquoi l'État et non rien? C'est ce débat fondamental de la politique, du pouvoir. Or, je vous dis, depuis des siècles, j'allais me dire depuis des millénaires, l'Afrique a perdu l'initiative de se donner l'État et le pouvoir politique qui correspond à sa situation. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne réfléchissez pas sur comment vos présidents deviennent présidents. C'est un problème. On ne réfléchit pas. Depuis bientôt 30 ans, n'importe qui peut être président en Afrique. Monsieur le Président, où est-ce que vous voulez en venir? C'est pour vous dire que, si on ne commence pas par poser ce problème fondamental, votre question à savoir pourquoi les chefs d'État sont si tenus n'aura pas de réponse. C'est un ensemble de forces organisées, M. Diengele, qui mettent quelqu'un au pouvoir dans un pays. Si le malheur que vous avez est que ces personnes organisées, ces forces organisées sont à la solde de l'étranger, mais taisez-vous, vous êtes moins que des esclaves. Ne venez pas pleurer sur les effets d'une cause que vous ignorez. Ça veut dire que mais, je suis désolé, ça veut dire c'est de l'enfantillage à la limite. Et vous ne savez pas ce que vous faites. Quelles sont les forces organisées qui placent les gens au pouvoir dans nos sociétés? C'est vrai pour tous les pays africains, en commençant par le Cameroun, mon pays. C'est valable pour tous les États de cette sous-région que vous soulignez. Et c'est encore plus vrai pour la RDC. Comment les gens arrivent au pouvoir? Vous n'êtes pas les élections, vous êtes sérieux? Il y a élection, ça fait sérieux. Tout à l'heure, on verra la valeur des élections. C'est ça qui en prenant le cas particulier du président Tshisekedi. Mais je termine la réflexion. Nous allons arriver à ce niveau, Monsieur le Président. Je termine la réflexion avec votre permission. Oui. Les forces organisées en Afrique qui permettent l'accession au pouvoir d'État de nos dirigeants travaillent-elles pour l'Afrique? Sont-elles des forces, sont-elles l'expression d'une véritable endogénéité sociopolitique? Non. Non. C'est parce que vous allez tous les 5 ans voter quelqu'un que vous croyez que c'est vous qui votez. Ça ne veut rien dire. Vous pouvez voter quelqu'un qui ne peut pas vous défendre. Que quand il y a les menaces qui pèsent sur le pays, c'est comporte lui-même comme s'il était un étranger, comme s'il n'est pas compté, comme si lui aussi il est dépassé. Ça veut dire que vous n'êtes pas un État organisé. Au sens moderne du mot, donc il n'y a pas de pouvoir qui permette d'organiser la société, de la protéger, n'est-ce pas, et de l'inscrire sur une longue durée dans la conscience des intérêts nationaux du pays. Alors, nos dirigeants actuels, pour la plupart, citez-moi combien de dirigeants africains ne sont pas membres des secteurs ésotériques. Citez-moi combien de dirigeants africains qui ne font pas partie des sectes ésotériques, de sociétés ésotérico-religieuses contrôlées par l'étranger. Citez-moi un seul. Citez-moi. Mais on vous entend, Monsieur le Président. Pour le cas de la RDC et des pays de la sous-région, commençons par là. Ça sert à quoi de voter un président qui, lui, a un agenda de sa secte, a prêté serment devant sa secte, à savoir ne jamais trahir les intérêts de sa secte. Vous n'avez pas vu les images sur Internet de vos dirigeants africains faisant allégeance à la franc-maçonnerie? Nous avons vu, Monsieur le Président. Mais on vous entend, c'est comme si les pistes de solutions sont tellement bloquées au point où la RDC ne devrait pas s'entendre à une aide quelconque de ses confrères des pays du Grand Lac. Non, je ne dis pas ça, je constate. Pendant qu'on fait les processus de Nairobi, de Luanda, tous ces processus d'Ar es Salaam, toutes ces choses-là, observez-vous sur le terrain. Est-ce que le M23 recule? C'est la question que nous allons vous poser, Monsieur le Président. Il avance. Attendez, il avance. Et puis, il est condamné par qui? Qui ne connaît pas les atrocités de M23? Qui ne sait pas que ça fait 30 ans qu'il y a un génocide au Congo? Et qu'est-ce qui explique cette immunosité des actions du M23 au Congo? Pourquoi le Rwanda est-il si immunisé contre les sanctions? J'arrive. Vous devez comprendre donc que les dirigeants de la sous-région, et je dis bien c'est valable pour tous les pays de l'Afrique, ne peuvent pas combattre leur patron. Puisque si vous êtes franc-maçon, par exemple, et qu'on voit très bien qu'en RDC,
pour le cas de l'Afrique, c'est la franc-maçonnerie dans sa façade supérieure qui est à l'œuvre. Alors, c'est un conglomérat ésotérique mondial qui coiffe les sociétés en se rendant invisible et qui initie tous les dirigeants pour la plupart qui doivent émerger. Vous faites référence à quoi? Au lobby juif? La franc-maçonnerie. Je ne sais pas est-ce que tous les juifs sont francs-maçons? Je ne crois pas. Mais il y a une bonne dose de juiverie dans la franc-maçonnerie, vous n'avez pas tort. Mais ce n'est pas la propriété d'une race, d'un peuple. Hein. C'est une organisation qui dépasse la race. Elle a vécu la race depuis très longtemps. Elle est au-dessus des nations. Il s'agit de contrôler les hommes, de contrôler les nations. Il y a un ensemble de pratiques ésotériques et d'illusions qu'on vend à des dirigeants inconsistants. Et ces pactes, les pactes qu'on y fait, placent l'intérêt de cette méga structure mondiale au-dessus des intérêts des nations et de votre pays. C'est de ça qu'il s'agit. À partir du moment où un dirigeant appartient à ces loges-là et qu'il arrive qu'il y a un conflit entre son pays et ses loges, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il est devant le dilemme. Soit il obéit à la loge, soit il obéit à son pays. Comment vos dirigeants résolvent ça? Je répète encore, tous vos dirigeants-là, qui sont dans la sous-région, ne sont pas seulement de l'Afrique australe, la SADC, tous vos dirigeants, montrez-moi un qui n'est pas dans ces loges. Toutes vos élites-là, montrez-moi une qui n'est pas dans ces loges-là. Montrez-moi. Alors, si ces ordres ne servent à rien, pourquoi tous nos élites sont dedans? Qu'est-ce qu'elles font dans ces loges-là? Regardez l'influence de quelques souteneurs de la RDC devant un État. Pourquoi des souteneurs peuvent exercer une telle influence? Nous allons aborder ce sujet. Mais alors, vous voyez que vous pouvez diriger un pays, si vous êtes impressionné par la soutane d'un archevêque, comment vous allez concilier l'intérêt supérieur de l'État avec la peur que vous inflige un petit souteneur qui lui dépend de l'église romaine? Vous voyez que l'église romaine, c'est un jeu. Ils font des rituels, c'est un ensemble de rites. La messe, le rite, on parle des rites. Rites tels, ils pratiquent des rites coiffés par une organisation religieuse puissante qui a traversé un ou deux millénaires déjà. Hein? Qui gère les symboles des pactes. Vous n'appartenez pas comme ça à l'église catholique parce que vous croyez en Dieu, ça ne veut rien dire. Parce que vous croyez d'abord, vous croyez en Dieu pour tromper les naïfs, mais vous pratiquez quel rite? Quel rite pratiquez-vous? Et vous voyez que c'est un jeu. Bon, quand vous avez des dirigeants, des élites qui ne sont pas indépendantes, qui peuvent passer, quand ils voient un évêque, ils font la genuflexion, ils baisent sa bague. Quand tu as chaud des intérêts, vous vous attendez à quoi? C'est ça la RDC. C'est ça sous les gens. Maintenant, deuxièmement, quand les dirigeants volent l'argent et placent à l'étranger, quand ils volent l'argent et placent à l'étranger, quand leurs enfants fréquentent à l'étranger, quand les dirigeants estiment que le paradis c'est l'étranger, vous attendez à quoi? Tous vos dirigeants là, où se trouvent leurs avoirs? Votre élite là, leurs avoirs se trouvent où? Ils espèrent où? Ils espèrent dans leur pays ou à l'étranger. Monsieur le Président, vous présentez là le problème congolais à partir des données géospirituelles. Mais nous savons que le Congo... Et géostratégique même. Et géostratégique aussi, ouais. Mais nous savons que le Congo est le deuxième pays où les églises sont tellement implantées. Mais qu'est-ce qui bloque? Et qu'est-ce que l'église est implantée, ça veut dire quoi? Ils ont une forte religion chrétienne qui s'est vue au Congo. Bon, les églises catholiques sont presque implantées partout au Congo. Il y a les messes chaque dimanche, même chaque mercredi. Non. Le peuple est englobé dans les prières. Mais on se pose la question, qu'est-ce qui bloque? Et Kagame les dépasse. Kagame montre que ça va. S'il faut évaluer, ben, à quoi c'est de prier si on ne peut pas protéger sa nation? Donc la solution est donc ailleurs, Monsieur le Président. Non, mais c'est d'interroger sérieusement les fondements de la faiblesse de l'État de la RDC. C'est ça qu'il s'agit. De la faiblesse de l'action sous-régionale. Qui est dans l'incapacité de discipliner des milices. Un fou contre qui tout crie contre Kagame, tout crie. L'opinion mondiale a vomi ce criminel. Mais alors pourquoi, jusqu'à présent, on observe une espèce d'impunité? D'ailleurs, Yao Lorenzo, il a démissionné. Maintenant, il prend prétexte de sa présidence de l'Union africaine pour dire qu'il est trop occupé. Il faisait quoi avant quand il n'était pas occupé? Qu'est-ce qu'il faisait là? Donc, vous voyez très bien que vous faites très bien de questionner l'impuissance de la sous-région. J'ai convoqué sur les éléments, les appartenances ésotériques de nos dirigeants. Deuxièmement, j'ai convoqué
la peur que leur infligent les souteneurs de l'Église catholique et d'autres églises. Troisièmement, la corruption des dirigeants. Le fait qu'ils gardent leur trésor. Quand ils pensent leur avenir, est-ce qu'ils pensent que leur avenir est garanti dans leur pays ou ailleurs? Hein? C'est ça. Quatrièmement, le fait que l'Occident les tient tous. Puisque, bon, si vous voulez, ça c'est la faiblesse objective. Là, c'est plus une faiblesse subjective à titre personnel. Là, c'est le fait que le continent dépend des guichets financiers internationaux. Et du coup, ils sont terrorisés par le fait que si je branche, les représailles m'anéantiront. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je laisse de côté le fait que, je voudrais convoquer enfin l'inexistence géopolitique de l'Afrique. Ça veut dire quoi? Nos dirigeants ne font pas de la géopolitique. Quand ils la font, c'est à titre personnel, c'est pour l'intérêt de leur famille et de la conservation du pouvoir. Pensez à la géopolitique comme étant la véritable perspective qui permet d'anticiper sur les menaces qui pèsent sur un pays, et de mettre le pays à l'abri des menaces. Nos dirigeants ne le font pas. Et ça se voit. Tout à l'heure, j'y reviendrai. Le seul là-bas, bizarrement, qui fait la géopolitique, c'est Paul Kagame. Mais c'est celle du crime, c'est celle de la trahison, c'est celle du versement de sang, mais c'est lui qui fait la géopolitique. Tout à l'heure, on verra pourquoi, comment il a pu s'organiser pour être, entre guillemets, pour pouvoir faire tout ce qu'il est en train de faire. Il fait de la géopolitique. Oui, il fait de la géopolitique. Il est un pion de la géopolitique. Il est un pion, mais il fait de la géopolitique. Mais c'est celle du crime, hein. Elle est très facile. Vendre ses frères pour se positionner. Il n'invente rien. C'est ce que font tous les traîtres africains depuis des millénaires. Mais lui, au moins, il est dans ça, du moins. Il a fait allégeance à un système géopolitique mondial qui est fondé sur la disparition de l'Afrique. Voilà. Donc, vous voyez très bien, vous voyez bien l'enjeu du pouvoir. Parce que si on ne comprend rien à la crise de la RDC, si on ne peut pas se taper l'enjeu du pouvoir, parce que c'est l'enjeu du pouvoir qui rend Tshisekedi faible. Qui, pour l'instant, a rendu provisoirement faible la RDC. Face à un petit pays. Puisque le président Tshisekedi ne désigne qui? Quand vous l'écoutez, Kagame. Bon, maintenant Kabila. Kagame. Mais il ne désigne pas les Occidentaux. Donc, si on prend donc la rhétorique du président Tshisekedi, si on le prend au mot, on dit que bon, ok, mais Kagame, c'est même pas un quartier de la RDC. Comment alors tu expliques que Kagame est plus fort que ton pays? Oui, donc je vous dis, le débat il est là. Et c'est un grand débat. C'est le débat sur la réflexion des régimes politiques, sur la réflexion sur le régime politique en Afrique. Si on vous dit que, bon, ok, l'horizon indépassable de la politique et des régimes politiques, c'est la démocratie, ben, le débat est sur la table.